Fréquence Auto, Fréquence Auto, l'expert. Riyad Sanem, vous êtes entrepreneur social, militant associatif, vous êtes notamment président de l'association CAPSA et aussi vous êtes un grand sportif. Vous avez participé 5 fois aux Jeux paralympiques dans plusieurs disciplines, mené une brillante carrière sportive en natation, record mondial en relais, en basket fauteuil, triple champion d'Europe et en rugby fauteuil. Vous êtes membre de l'équipe de France paralympique. Quel palmarès! C'est gentil. J'espère que ça va continuer encore un peu. On vous le souhaite. Riyad, avec vos interventions et le programme de sensibilisation dans les entreprises par le biais de votre association CAPSA depuis des années, quelle est l'évolution de l'emploi des personnes handicapées? Est-ce que vous avez constaté des améliorations? Il y a une énorme évolution. Aujourd'hui, il y a plus de 87% des entreprises qui embauchent des collaborateurs handicapés. Il y a 10 ans de ça, c'était pas le cas. C'était à peine 5-6%. Donc vous voyez, il y a un grand... 5% seulement des entreprises embauchaient des travailleurs handicapés. Ouais. Ils préféraient payer à l'époque la pénalité. Et surtout parce qu'ils ne maîtrisaient pas le sujet. Souvent, quand j'allais dans les entreprises, c'était pas un manque de volonté. Pour beaucoup d'entre elles, c'était une peur de mal faire. Et ils ne maîtrisaient pas le sujet, donc on préfère rien faire que de faire mal. Et après, celles qui assument complètement et qui payent la taxe, souvent, eux, ils étaient très clairs avec nous en disant nous, on ne peut pas embaucher de collaborateurs handicapés. Voilà, c'est pas notre politique. Donc, les choses ont énormément changé. Il y a énormément de sensibilisation, d'actions qui sont menées, des missions handicap au sein des entreprises. Donc, les choses ont énormément évolué sur le sujet. Riyad, vous l'avez un petit peu évoqué, mais quelles sont les difficultés auxquelles les entreprises font face pour recruter des travailleurs handicapés? Il y a plusieurs difficultés. La première difficulté, elle est le niveau de formation, de diplôme, surtout pour les grandes entreprises qui aujourd'hui sont assez segmentées. Elles n'ont plus du tout la même configuration qu'avant. Et donc, si vous avez pas le bac plus quelque chose, c'est difficile. Et pour une personne qui a eu un accident ou une maladie au cours de sa vie, qui n'a pas pu terminer ses études parce que des fois, quand vous avez un accident, il vous faut quasiment 5 ans pour vous reconstruire physiquement et psychologiquement, vous sortez du circuit. Et même c'est très difficile aussi de pouvoir aller faire une formation, de se former. Et après, on a aussi la problématique de, pendant des années, on a dit aux personnes handicapées de rester chez elles. Donc, alors qu'on sait que le travail est un moyen essentiel pour justement se sentir utile, rester dans cette société active et ne pas marquer cette fameuse différence. Évidemment, mais c'est dur. Vous savez, quand on vous a dit restez à la maison, prenez votre allocation, et puis quelques années plus tard, on vous dit il faut aller bosser. C'est pas évident, quoi. Et est-ce qu'avant d'être donc un problème d'emploi, vous l'avez dit, c'est un problème de formation, est-ce que c'est pas aussi un problème à l'école? Est-ce qu'il y a une éducation des enfants handicapés qui se fait bien? Est-ce que les réglementations ont changé? On fait des efforts pour les intégrer dans les écoles. Il y a de plus en plus d'inclusion au niveau du monde scolaire. Donc les résultats, on va les voir arriver dans quelques années. Avec la loi de 2005, il y a eu énormément de progrès sur le sujet. Donc oui, l'inclusion va porter ses fruits. C'est pas encore le cas, c'est pas assez entre guillemets quantitatif pour le monde de l'entreprise. Vous suivez, vous, les parcours dans les universités avec votre association, vous faites des choses pour aider? On accompagne aussi les grandes écoles, on fait pas mal de choses. Vous savez, il y a le challenge des grandes écoles et des universités qui se déroule tous les ans au mois de juin à Charletti. Et dès le départ de ce grand challenge, ils ont intégré la notion du handicap. Et aujourd'hui, on voit l'évolution. Vous avez la conférence des grandes écoles aussi, qui essaie d'organiser au sein de chaque grande structure un accompagnement spécifique pour les étudiants handicapés. Parce que le problème qu'on a avec les bacheliers handicapés, c'est aussi pareil, des chiffres qui font mal à la tête. C'est plus de 80% de bacheliers qui arrêtent en cours de route leurs études. Parce que, non pas qu'ils ne soient pas compétents dans leurs études, mais l'environnement est tellement redoutable pour pouvoir aller faire ses études que beaucoup abandonnent. Parce que il n'y a pas que l'école, il y a l'environnement. Oui, c'est quoi, c'est un problème financier ou c'est un problème tout simplement d'organisation de la logistique entre guillemets pour certains? C'est un problème assez global au fait. C'est évidemment la finance, elle a sa responsabilité, mais c'est aussi, je pense, un problème culturel chez nous. La France se situe où par rapport à cette gestion, à la gestion du handicap dans les entreprises? C'est quand même un bon élève dans l'ensemble ou on est...
Oui, c'est un bon élève. C'est vrai qu'on aurait tendance à pouvoir croire que non, mais c'est un bon élève, puisque aujourd'hui, on le voit, là, j'étais aux 30 ans de la GFIP, les cotisations de la GFIP diminuent, donc ça veut dire que le boulot est fait. C'est quand même un curseur qui est factuel. Donc, si les gens payent moins la GFIP, c'est qu'ils embauchent plus. Donc, il y a cette réalité. On parle souvent de discrimination au travail quand on a un travailleur handicapé. Quelles sont les difficultés qu'on vous a remontées au cours de ces années des travailleurs handicapés dans leur entreprise? C'est de quel ordre? Alors, ça dépend de quelle année on parle, mais c'est la grande peur des personnes handicapées en entreprise, c'est leur évolution de carrière. Voilà. Leur mobilité. Et souvent, ce qui se passe dans les entreprises aujourd'hui avec cette loi de 2005, c'est que tout type de handicap est équivalent. Alors qu'avant, selon votre handicap, on va dire que vous étiez l'équivalent de 2 ou 3 salariés, ce qui n'est plus le cas. Donc c'est pour ça que les entreprises aujourd'hui ont tendance à prendre des handicaps un peu plus légers et on voit moins de handicaps lourds. Vous avez dit tout à l'heure que ça s'était amélioré, il y a de plus en plus d'embauches de personnes handicapées. Déjà, est-ce qu'il y a des différences dans les handicaps, dans la progression? Et qu'est-ce qui a fait que ça s'est amélioré? Est-ce que c'est la législation ou est-ce que c'est la prise de conscience? Ouais. D'abord, c'est la législation. C'est-à-dire que si vous ne mettez pas un petit coup de booster, les choses ne se font pas. Parce que vous avez toujours, quand vous êtes dans une entreprise, le manager, il est submergé de demandes. Et il faut qu'il s'occupe de tout un tas de problématiques. Et le handicap fait partie des problématiques. Et si, à un moment donné, la calculette n'est pas là pour lui rappeler à l'ordre et dire qu'il y a un vrai enjeu financier, ça passera toujours après quelque chose. Donc là, l'avantage de cette loi, c'est que ça a mis le handicap en priorité. Parce que y a des enjeux financiers qui sont assez importants. Donc, Riyad Salem, vous avez parlé tout à l'heure de pénaliser les entreprises. Karim... Non, je n'ai pas parlé de pénaliser les entreprises. J'ai dit qu'il y avait des pénalités. Des pénalités, oui, pardon. Ouais. Karim, 25 ans d'Avignon, nous dit c'est bien triste à dire, mais il faut pénaliser plus lourdement les entreprises françaises qui n'embauchent aucun handicapé. On voit depuis plusieurs années qu'elles sont plus nombreuses à jouer le jeu. Pourquoi? Parce que les pénalités sont devenues beaucoup plus lourdes. On ne peut pas obliger, mais avoir un ou plusieurs travailleurs handicapés dans une équipe, ça développe aussi la solidarité, l'humilité, et ça fait évoluer le regard de chacun. Les managers, les RH, il faut faire des efforts. Vous êtes d'accord avec Karim? Oui et non. Les pénalités ont été lourdement augmentées ces dernières années. Donc ça coûte assez cher aux entreprises de ne pas embaucher de collaborateurs handicapés. Donc ça, c'est déjà d'actualité. Après, il faut aussi voir que les managers ne portent pas toute la responsabilité. C'est ce que je disais tout à l'heure. On est tous un petit peu responsables et il faut accompagner. C'est-à-dire que des personnes handicapées aussi, si vous leur demandez d'aller aujourd'hui à une personne qui n'est pas qualifiée, qui n'a pas bac plus quelque chose, ça va être difficile pour elle parce qu'elle va aller travailler et au fait, ça va lui coûter de l'argent parce qu'elle va perdre énormément de droits de compensation. Et donc, au final, quand vous faites le calcul, si demain, vous ne pouvez plus avoir votre aide pour avoir une tierce personne ou pour aider à payer le logement, parce que si vous êtes en fauteuil ou si vous avez des besoins, vous avez un logement toujours plus grand que les autres, tout ça... voilà, par ricochet, ça bloque. Et donc, au final, pour certaines personnes qui n'ont pas une haute qualification, d'aller travailler, ça leur coûte de l'argent. Donc, il faut aussi voir cette réalité. C'est pas que les managers. Parce qu'il y a beaucoup de managers, nous, on est au quotidien avec eux, qui cherchent à recruter des personnes handicapées et qui ne trouvent pas. Et je réponds, évidemment, qu'est-ce qui a changé aussi? C'est les mentalités dans les entreprises. Ce n'est plus un sujet tabou. Parce qu'avant, il y avait une sorte de peur. On avait toujours peur de... C'était les femmes à la maison et les handicapés avec. Ouais. Oui, ou dans les centres de rééducation ou dans les foyers de vie. Ou non, mais on voyait toujours le handicap de façon très lourde. Il faut rappeler que plus de 80% des personnes handicapées ont un handicap qui n'est pas visible. Oui, mais ça n'empêche pas que ça peut être très lourd aussi. Bien sûr. Moi, des fois, mon handicap, il est lourd dans des domaines et puis il est léger dans d'autres et vice-versa. Et le handicap, c'est comme le sport, de quelle discipline on parle. Vous voyez, entre le gars qui fait de la Formule 1 et le gars qui fait de la pétanque, il y a un monde. C'est pareil entre un autiste et puis une personne de petite taille. Donc il y a des mondes, des univers. On rassemble tout ça sous le mot handicap, mais il faut quand même un peu savoir de quoi on cause. Alors est-ce que justement, il ne faudrait pas, entre guillemets, différencier les différents handicaps pour avoir des approches qui soient plus efficaces? Je pense qu'après, vous avez des missions handicap, vous avez la médecine du travail, vous avez des personnes qui, eux, sont là pour accompagner les spécificités de chacun et qui prennent en compte ces spécificités.
Donc aujourd'hui, les missions handicap sont très performantes. Alors justement sur les missions handicap, Marie-Paul, 42 ans, manager, nous dit il y a une méconnaissance et une peur du handicap. Il faut davantage insister sur la sensibilisation auprès des entreprises et notamment auprès des équipes dans le lieu de travail. Quand un travailleur handicapé arrive dans une équipe, certains de ses collègues ne sont pas au courant de son handicap. C'est jamais simple de s'intégrer dans ces conditions, d'où le travail des missions handicap au sein des entreprises. Alors, il faut faire attention, parce que je suis d'accord, la sensibilisation, on le fait régulièrement, vous l'avez cité tout à l'heure avec notre association CAPSA où on intervient. Quand nous, on vient intervenir pour sensibiliser les collaborateurs sur le handicap, c'est tout à fait pertinent. Mais par contre, si vous commencez à prendre un collaborateur et vous parlez de son handicap, c'est illégal. Si lui n'en parle pas, vous n'avez pas à en parler. C'est sa vie privée. Donc il faut faire attention à ces choses-là. Et je ne pense pas que ça soit judicieux que parce que ça soit une personne handicapée, qu'elle doit être là pour expliquer ce que c'est que le handicap. Elle n'est pas, peut-être pas militante associative, elle vient juste travailler et faire son job. On n'a pas forcément envie. Pas montrer ça du doigt. Si elle est militante, si elle a envie de faire avancer les choses, c'est son problème. C'est elle qui va aller voir la mission handicap et peut-être faire des actions avec. Mais en aucun cas. Du point de vue de l'accueil de ce handicap quand on. Mais vous n'accueillez pas un handicap, vous accueillez un collaborateur avec sa singularité. Donc il faut faire attention aussi à ne pas tomber dans le piège de vouloir trop bien faire. Le mieux est l'ennemi du bien. On accueille un collaborateur et après, vous allez voir si c'est un handicap visible. Bon, bah voilà, vous allez très vite vous apercevoir de ce qu'il est capable ou pas de faire. Vous êtes souvent surpris. Mais par contre, après, pour les handicaps invisibles, c'est à la responsabilité de la personne elle-même. Est-ce que vous avez des exemples d'entreprises où il y a des pratiques qui sont performantes, innovantes? Il y en a beaucoup, donc je ne vais pas trop les citer, ou sinon les autres, si j'en oublie, elles vont m'en vouloir. Mais, alors, il y en a pas mal. Je ne sais pas, donner des exemples d'intégration ou de démarches sans donner le nom de l'entreprise. Il y a des entreprises aujourd'hui qui font des démarches sur tout ce qui est handicap psychique. C'est-à-dire que déjà, on a passé encore une étape supérieure. On a des entreprises aujourd'hui où l'évolution de carrière d'une personne handicapée n'est pas un sujet. Vous voyez ? Il y a des personnes handicapées qui ont des postes à responsabilité. Quand je vois Éric Moulinier, que tu as rencontré à l'époque, qui est en fauteuil électrique, il fait partie des grands patrons d'une grande boîte. Donc voilà, et ça, c'était rare à l'époque. C'est des exemples qui font évoluer le regard aussi, bien sûr. Ah. On parlera dans une autre émission de mixité, mais est-ce qu'on peut faire un parallèle entre la mixité et l'intégration du handicap dans les entreprises? Certes, la diversité, mais surtout la mixité. Parce que vous avez de la diversité partout dans une entreprise. Sauf que la personne qui est à l'accueil, elle est souvent d'origine ou d'une région de l'Île-de-France ou de la France. Voilà. Et quand vous montez sur les hautes sphères, c'est pareil. Ce sont des gens qui viennent un petit peu des mêmes quartiers, des mêmes écoles. Voilà. Donc la mixité, elle doit se passer à toutes les échelles sociales de la gestion de l'entreprise. Au plus bas comme au plus haut. Ça commence aussi même avant l'entreprise, ça commence aussi dès l'école. Absolument. Riyad, fait des efforts là-dessus. Hein. Ouais. Une autre Moi, question j'ai mes petits neveux qui sont à Saint-Cyr. Ça bouge. Pourtant, ils sont dans des quartiers difficiles et voilà. Donc ça prouve qu'il y a eu des ouvertures et il y a des opportunités qui s'ouvrent aussi pour les jeunes des quartiers qui ont du talent. Une autre question qui nous est parvenue par mail de Damien, 35 ans, à Gonesse. Riyad, que pensez-vous des entreprises adaptées? À mon sens, c'est un bon modèle qui permet d'adapter le poste à l'employé et non l'inverse. La qualité du travail est souvent au rendez-vous. Il y a un contexte fiscal avantageux pour les clients et cela permet aux collaborateurs handicapés de retrouver une dignité par le travail, à méditer notamment pour les sous-traitants dans le secteur automobile. Très très bonne question et une bonne pertinence. Les entreprises adaptées, le secteur protégé, parce qu'il y a aussi les EA, les entreprises adaptées et les ESAT, ce sont deux univers un petit peu différents. Les ESAT sont souvent portés par des associations du médico-social et les ESAT, ce sont des entrepreneurs classiques lambda. Non, les entreprises, les EA, voilà, je me mélange un petit peu. Voilà, les entreprises adaptées. Et donc là, ce qui est assez intéressant, c'est de savoir qu'il y a des personnes handicapées, très lourdement handicapées, qui ne pourront jamais aller dans le secteur traditionnel. Et c'est important que ça puisse exister, qu'on puisse avoir une activité professionnelle. C'est fondamental, parce que c'est en grande partie notre identité sociale, elle se fait à travers notre travail, à travers notre activité professionnelle. Donc ça, c'est fondamental. Là où je pense qu'il y aurait peut-être une réflexion à avoir, c'est
pourquoi pas demander aux achats de se déconnecter de l'embauche des travailleurs handicapés et de garder un pourcentage dans les achats responsables et les achats évidemment protégés. Ça permet que même si vous avez atteint votre quota des fameux 6%, que vous avez embauché des personnes handicapées qui sont, elles, dans l'aptitude de pouvoir intégrer une entreprise de manière classique avec des aménagements, les personnes qui ne peuvent pas puissent continuer à avoir du travail. Un dernier mot peut-être pour les dirigeants qui regarderont ce podcast sur la responsabilité, sur l'exemplarité peut-être à avoir. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire sur cette question du handicap? Il ne faut pas se priver des talents. Il ne faut pas se priver. On est dans un pays où aujourd'hui, on le voit bien, la crise est présente. On n'a plus les moyens de mettre de côté les personnes qui ont des capacités et qui peuvent contribuer à la richesse de ce pays. L'argent, évidemment, c'est important, mais la richesse, c'est tout un tas de facteurs qui est au-delà de l'argent. Et pour la responsabilité des entreprises, de pouvoir permettre à une personne d'acquérir une autonomie, d'acquérir un statut, de pouvoir être autonome financièrement, fait partie aussi de la richesse de l'entreprise, indirectement et directement. Merci beaucoup Riyad Salem d'être venu sur le plateau de Fréquence Auto nous parler de ce sujet.